Madame, Monsieur, c'est désormais tous les jeudis que je vous donnerai rendez-vous pour Cap sur l'Afrique, votre émission consacrée aux questions africaines. On change de jour, mais pas de cap. Pris en tenaille durant plusieurs décennies entre ingérence étrangère, défaillance économique, politique, des régimes relais, mais aussi d'un abcès sécuritaire qui vient se greffer à une situation déjà complexe où se mêlent jeux et enjeux internationaux, reconfigurant de fait la géopolitique de l'ensemble du Sahel. Mais depuis 2 ans, l'échiquier géopolitique mondial bouge et dans ce sillage, l'Afrique entière repositionne son jeu et le Sahel n'est pas en reste. Les populations de la région décidées à en finir avec le néocolonialisme et l'impérialisme revendiquent une souveraineté totale de leurs pays respectifs, sur le plan sécuritaire, énergétique et même culturel, remettant à l'ordre du jour des questions durant très longtemps reléguées au deuxième plan, notamment celle des langues nationales. Et les forces étrangères en présence qui ont, en nom du tout sécuritaire, ont plongé le Sahel dans la pire période de son histoire, sur fond de gros enjeux énergétiques et économiques, sont elles aussi dans la ligne de mire des populations sahéliennes et des panafricains. Les observateurs l'affirment, le Sahel est en pleine mutation. Ces changements de régime politique remis en cause les hégémonies occidentales sur fond là aussi de transitions qui ne réjouissent pas les capitales des grandes puissances et tentent par tous les moyens et dans la traditionnelle réflexion ou réflexe de paternalisme de faire marcher l'Afrique au pas pour ne pas dire à contresens de son histoire. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de nous pencher sur cette région cœur battant de l'Afrique, frontière naturelle entre le nord et l'ouest du continent, riche d'une histoire 3 fois millénaire qui, 60 ans après ses indépendances, écrit une nouvelle page de son récit, là aussi au prix du sacrifice de la solidarité. Comme dit plus tôt par Thomas Sankara, nous avons en nous la capacité de combattre l'impérialisme. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tombe. Et pour ce nouveau numéro, j'aurai le plaisir d'être accompagné de 3 habitués de Cap sur l'Afrique. Omar Benparti, analyste politique, Gamel Abina, observateur des questions internationales, et Jonathan Batangan, spécialiste en géopolitique de l'Afrique. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Et avant d'entamer ce débat ou cette émission, il me semble qu'un point historique est important et je commence avec vous. Gamel, géographiquement, c'est quoi le Sahel? D'où vient ce nom, par exemple? Alors, ça vient d'un nom, c'est de l'arabe, ça veut dire côte ou ça veut dire la côte en particulier ou le bord de mer, on dira. Et c'est une région géographique qui est très grande. Ça ne se réduit pas tellement à ce qu'on voit aujourd'hui parce que la bande sahélienne va de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. C'est une région semi-aride ou aride et c'est surtout une région qui a une importance géostratégique considérable actuellement, surtout par rapport à ce redéploiement des forces occidentales, par rapport au redéploiement des pays de l'Est en l'occurrence, et surtout par rapport aux richesses qu'on commence à y découvrir qui sont extraordinaires et considérables là aussi. Je continue, Jamel, sur ce point historique. Depuis la nuit des temps, cette région est au cœur de tous les enjeux. Elle a traversé l'histoire de façon majestueuse depuis la préhistoire. Je fais référence notamment à la civilisation Nok, ou encore au Tchad avec la découverte de l'homme d'Outoumai ou la civilisation Toumaï. Et encore plus tard arrive l'Empire du Mali, la civilisation Songhai. Je vais m'arrêter là parce qu'il va falloir une émission pour faire le tour de toutes ces civilisations qui ont traversé la région du Sahel. Alors, pouvons-nous dire que depuis la nuit des temps, finalement, puisque des empires, des civilisations ont été bâties, est au cœur des enjeux de l'Afrique et aux enjeux mondiaux, finalement? On dira que n'importe quelle région dans le monde peut être considérée comme géopolitiquement et géostratégiquement importante. Mais là, effectivement, c'est le nœud, c'est le lien, ou le lieu, ça dépend, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est un carrefour civilisationnel, vous venez de l'évoquer, et c'est pas rien parce que c'est quand même des civilisations qui sont multimillénaires. Et c'est surtout, malheureusement, à la suite du déploiement colonial d'il y a 400 ans, d'abord l'esclavage et puis ensuite la colonisation, c'est surtout un enjeu réellement minier, du boisier, puisqu'il y a eu beaucoup de forêts qui ont été coupées là-bas, c'est une déforestation de masse, un enjeu considérable par rapport aux richesses effectivement que recèle la région. Donc on a tout un tas de civilisations qui se côtoient, tout un tas de cultures, de peuples. Il y a les Peuls d'un côté, on peut aller jusqu'au Maya, jusqu'au Maasai, on voit beaucoup de peuples comme ça qui sont dans la région. On a aussi Touareg, ça va de soi. On a aussi les traversées de caravanes arabes. On a aussi beaucoup de migrations du nord au sud, bien sûr, puisqu'il y a la côte sahélienne qui n'est pas nécessairement déserte. Donc tous ces éléments-là font que c'est une région extrêmement riche, diverse,
dans le sud, beaucoup plus forestière, beaucoup plus alimentée en eau, dans le nord, beaucoup plus aride, mais une région qui est une région de commerce et de carrefour commerçant depuis très longtemps. C'est pas du tout une région enclavée ou avec un sentiment de se dire qu'il n'y a pas de mouvement. Et les mouvements de population sont considérables. Les civilisations sont croisées, se sont côtoyées, se sont enrichies, parce que c'est avec le contact de civilisations que l'enrichissement et le développement se fait. Et tous ces éléments constituent effectivement un creuset civilisationnel pour l'humanité. Hein. On parle beaucoup de Lucie, la première à avoir été reconnue comme étant le premier être humain, mais au-delà même de la naissance, effectivement, de l'humanité en Afrique, on se rend bien compte, effectivement, que cette Afrique, qui bouge, qui a toujours bougé, a été éteinte au moment des conquêtes, mais était un continent extrêmement riche en termes de civilisation, en termes de culture, en termes de développement, en termes de métallurgie, on n'en parle pas beaucoup aussi. Tous ces éléments font que le Sahel est une zone extrêmement importante pour ce carrefour civilisationnel. C'est réellement la jonction du nord au sud, littéralement. Très bien, Gamel. Je viens vers vous, Jonathan, qui vient de nous recevoir. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir Tilman, bonsoir à mon frère Gamal et bonsoir à l'autre copanélistes qui est dans le Zoom. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Jonathan, après ce saut historique, on revient au temps T. Et à la lumière de ce que vient de nous dire Gamel Abinas, quels sont les atouts du Sahel aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que ça a toujours été finalement les mêmes atouts depuis la préhistoire jusqu'à nos jours? Le Sahel, c'est une zone extrêmement riche, c'est une zone extrêmement stratégique. Du point de vue d'abord de la richesse historique, vous avez une zone qui est très prisée pour son côté économie du bétail, l'économie pastorale. C'est un peuple qui est constitué de nomades pour la plupart, des peuples qui élèvent du bétail qui a toujours servi dans les routes caravanières. Quand vous prenez la préhistoire et puis vous regardez l'importance de ces routes caravanières dans le commerce transsaharien, mais également le commerce avec les autres parties de l'Afrique et même au-delà de l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, l'Europe du Sud. C'est une zone qui a toujours servi dans ce sens. Vous avez également les minéraux, l'or. Vous vous souvenez certainement de Mansa Moussa, qui a découvert l'Amérique, qui a effectué, on ne va pas dire découvrir parce qu'on ne découvre pas un territoire qui existe, mais qui a effectué le premier voyage dans les Amériques. Il avait réalisé ce voyage parce qu'il possédait d'énormes richesses, Mansa Moussa. Il avait beaucoup d'or, et cet or provenait du Sahel. On se souvient que au XIIIe siècle, lors du voyage qui a été effectué au niveau de l'Andalousie par le Mansa de l'Empire du Mali, il est arrivé en Andalousie avec énormément d'or. Donc cet or-là avait suscité beaucoup de convoitises. C'est une zone riche en minerais, c'est encore le cas aujourd'hui. Vous avez particulièrement l'économie de l'uranium, le marché de l'uranium, pardon, qui est... Très bien, Jonathan. On va revenir sur le point économique dans un moment avec vous et avec le reste de nos invités. Il y a Omar Benbarti aussi qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Monsieur Benbarti, et je viens vers vous. Monsieur Benbarti, le fait qu'on parle de sous-région, est-ce que là aussi c'est la preuve de ce désir occidental de toujours minimiser la grandeur de l'histoire du Sahel et la grandeur du Sahel? Je rappelle aussi que les éléments de langage sont une partie d'une grande partie de la domination, mais aussi de la propagande occidentale pour toujours maintenir la domination sur l'Afrique, n'est-ce pas? Tout à fait, mais il ne faudrait pas aussi que l'on fasse porter le chapeau uniquement à l'Occident. Nous ne faisons pas un travail sur notre histoire et nous faisons en sorte de ne pas reconnaître les avantages que nous avons dans cette histoire. Le Sahel, comme vous dites, ou le Mali, ça a été un grand empire. J'ai rappelé une fois dans une de vos émissions que le Mali avait créé la première charte constitutionnelle des droits de l'homme au XIIe siècle. Il faudrait que nous prenions en charge de sorte que nous puissions resituer les mythes qui sont des mythes fondateurs, donc l'histoire de tous les peuples. Maintenant, l'Occident, il assure sa domination à travers des éléments de langage, à travers sa propagande, à travers ses médias, à travers sa culture, avec Hollywood, avec tout son cinéma, etc., etc. C'est à nous de le contrer, et ce que vous faites, bon, Algérie 24, c'est déjà énorme,
Mais je pense que nous sommes en mesure aujourd'hui de lui dire je remette en place les choses dans le contexte qui est le leur. Et ce que font nos amis des pays du Sahel, que ce soit le Burkina Faso, ils ont apporté la preuve qu'ils pouvaient, en décidant de mettre fin à l'esprit néocolonial, à la colonisation culturelle, matérielle, physique, économique, etc., militaire et sécuritaire, ils ont pu faire la preuve en créant l'Association des États du Sahel, qu'ils étaient en mesure de prendre leur destin en main. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés aujourd'hui. Très bien, je reviens vers vous, Jonathan. Et on aura compris de ce que vient de nous dire notre ami Bembarti que le Sahel est traversé par une crise multidimensionnelle. À votre avis, quels ont été les facteurs déterminants dans l'enlisement de cette crise? Les facteurs déterminants, c'était d'abord que la présentation du problème terroriste dans le Sahel était travestie par un ensemble d'acteurs qui avaient un intérêt visiblement à ce que ce terrorisme persévère ou bien que ce terrorisme perdure dans le Sahel. Le travestissement des causes, c'était quoi? On nous présentait une crise qui était causée par des djihadistes, donnant l'impression qu'il s'agissait de véritables pratiquants de l'islam qui venaient avec ce qu'ils appellent le fondamentalisme religieux. Alors que non. Quand vous regardez la sociologie des combattants de AQMI, pour la plupart, c'est des gens qui étaient alliés à des réseaux de trafic de drogue. Allez bien voir si des fondamentalistes religieux iraient faire le commerce de la drogue. On a par exemple ce fondamentaliste d'AQMI, Abdelkarim, qui a été retrouvé dans la réunion en Guinée-Bissau des trafiquants de drogue colombiens en 2010. Il y était allé participer pour le compte d'AQMI. Et c'est à partir de cette économie souterraine, cette économie illégale, que ces derniers ont financé une partie de leurs activités. Vous avez encore des pratiques comme les enlèvements. Quand vous regardez dans le nord du Mali, le Niger et ainsi que le Burkina Faso, dans les années 2012, lorsque naît le terrorisme dans la zone, c'est des personnes qui font des enlèvements et qui vont demander des rançons. Alors, allez bien voir si ça, c'est une pratique religieuse et encore plus une pratique qui serait encouragée par l'islam. C'était donc un travestissement de la cause qui visait à donner une identité légitime à ces acteurs. Et ceux qui avaient le plus intérêt nous ont amené des pseudo-analystes, des pseudo-spécialistes qui faisaient la propagande du terrorisme sous le couvert d'analyses objectives, d'analyses qui étaient tout à fait basées sur les faits, alors qu'il s'agissait d'imprimer dans l'idée et dans la conscience collective que les terroristes ont droit de citer. Il y a un autre mensonge qui a couru. On a dit que le Sahel était très pauvre et que c'était à cause de la pauvreté, de la malgouvernance que les terroristes s'étaient installés dans la zone. La réalité est tout autre. La réalité est qu'il s'agit de pays qui sont pillés par le néocolonialisme français surtout, et qui ont vécu un système illégitime parce que les dirigeants étaient choisis depuis la France et ces dirigeants avaient pour principal rôle de défendre les intérêts de la France et donc de ne pas se préoccuper de véritables questions qui portent sur l'intérêt collectif des peuples. Et donc, justement, Jonathan, les populations de cette région estiment que la présence des puissances étrangères via leur tout sécuritaire a exacerbé cet abcès sécuritaire. Qu'en pensez-vous? C'est une réalité parce que ça a participé d'une nouvelle réorganisation du pillage que nous étions en train d'expliquer dans la zone. Au lieu que de continuer à utiliser leur larbin, ce que nous appelons leur larbin, c'est-à-dire leurs représentants à la tête des États, ces États ont décidé de recoloniser le Sahel totalement. Il faut se dire une date, 2004, on a découvert en Irak un colonel de l'armée américaine qui avait une carte du Moyen-Orient et une carte du Sahel, avec une recomposition des États. Ils avaient découpé les États en micro-États. Et dans le cadre du Sahel, il fallait créer une zone de non-droit qui devait être une zone contrôlée par des forces internationales. C'était cette zone que vous voyez occupée par les terroristes qui étaient fabriqués par Paris. Aujourd'hui, il y a les preuves que c'est effectivement Paris et Washington qui étaient derrière les terroristes. Et ces terroristes devaient justifier l'arrivée des forces internationales. Ces forces internationales, c'était par exemple Barkhane, qui en 2012, quand ils arrivent, n'ont pas un mandat qui leur permet d'installer des bases militaires sur le sol malien.
leur soutien à l'armée malienne devait être un soutien aérien. Mais les Français, en violation de leur coopération avec le Mali et en exacerbant leur droit de présence sur le sol malien, ont décidé de créer 8 bases permanentes sur le territoire malien. On estime que ces bases ont dépassé même le nombre de 8 parce qu'au moment de la rétrocession, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'une dizaine de bases. Les Français ne se sont pas arrêtés là. Ils ont travaillé à la recomposition, par exemple, des groupes terroristes, de Ansar-Dine, du Jenim, de Moudjao. On est passé à 2 grandes internationales terroristes que sont le GSIM et l'EIGS. 2 groupes qui avaient fait de Gao et de Kidal les sanctuaires du terrorisme. Et la France a toujours brandi la lettre de 1958 qui était un mémorandum de partition du Mali comme un gage de sécurisation de ces terroristes contre l'État du Mali. Le Mali avait donc, les populations maliennes avaient donc raison de croire que ces forces étrangères n'étaient pas là pour les sécuriser. D'ailleurs, quand les exactions terroristes étaient perpétrées avec la découverte du charnier à Kidal il y a quelque temps, les forces étrangères, que ce soit la MINUSMA ou bien Barkhane, n'ont jamais dénoncé ces massacres. Il faut préciser que quand les terroristes s'installaient dans les villes, les terroristes s'arrangeaient d'abord à exécuter toutes les personnes qui leur posaient une certaine résistance. Et ces exécutions, qui étaient des exécutions sommaires extrajudiciaires, n'ont jamais été portées comme élément contre les terroristes dans les échanges avec les forces internationales. Par contre, chaque fois que l'armée malienne intervenait contre ces terroristes, on a présenté les terroristes morts comme étant des civils qui étaient tués du fait des exactions de l'armée malienne. Très bien, Jonathan. Je viens vers vous, Gamel Abina. Et Jonathan, on a commencé à nous en parler justement de la reprise ou de la victoire de l'armée malienne à Kidal, qui constitue aujourd'hui un espoir pour la région. Pouvons-nous nous attendre à d'autres victoires, Gamel, alors que justement, Jonathan vient de le rappeler, la presse occidentale avait annoncé les pires des scénarios pour le Mali suite au départ des forces françaises après un long bras de fer, rappelons-le, avec les autorités de la transition du Mali. Tout à fait. Le sentiment qui était donné général en Occident, c'est après moi le déluge. En gros, s'il partait, ce serait une catastrophe. D'abord, il y a un aspect méprisant. On pouvait penser quand même que les forces maliennes c'était un État, ça n'allait pas s'effondrer. Et ensuite et surtout parce que, évidemment, avec le concours de la Russie qui a envoyé les coopérants militaires, qui a équipé l'armée, parce qu'ils n'avaient pas d'armée, les Maliens, ils n'avaient pas de force aérienne, qui leur a donné la possibilité de pouvoir intervenir directement dans le nord du Mali et en finir avec les organisations terroristes qui étaient en place, avec les groupes séparatistes qui ne voulaient pas négocier, eh bien, ils se sont rendus compte avec la prise de Kidal que le Mali était en mesure de faire le travail, et ils le font normalement, ça reste des hommes parfaitement constitué, il suffit de donner du matériel et le résultat est là. Et on l'observe aussi avec, par exemple, le Burkina qui vient de se rapprocher de la Russie pour être équipé militairement aussi. On l'observe avec le Niger qui a eu quelques mailles à partir avec quelques groupes terroristes après le départ des Français. Mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que ces 3 pays ont repris leur destin en main indépendamment de l'ancienne puissance tutélaire française. Et l'aspect qui est intéressant, c'est le caractère un peu méprisant, un peu raciste, à la limite de dire: vous n'êtes pas en mesure de vous défendre tout seul. Nous sommes, nous, les grands maîtres, en mesure de faire le travail. Sauf que 8 ans après le déploiement de l'opération d'abord Serval puis Barkhane, le résultat a été consommé. Ça n'a jamais endigué le mouvement terroriste. On se pose la question de savoir ce que vaut l'armée française, finalement, si elle n'est pas capable d'en finir avec quelques types en pick-up. Et de l'autre côté, la reprise en main par les militaires de ces pays qui sont des souverainistes, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement des coups d'État et des coups de force, c'est aussi une demande de reprendre la souveraineté de son territoire au niveau politique, au niveau économique, au niveau évidemment des populations. Et bien tout cela a été largement critique au démarrage et finalement ça commence à porter ses fruits. Ça a pris du temps, les Russes leur font confiance. Puis je tiens à attirer l'attention sur un élément très très important parce qu'on n'y pense pas beaucoup. Le Niger par exemple, qui vient de voir le départ des Français, est un pays qui est un des plus grands extracteurs effectivement d'une richesse importante qui est l'uranium. Comment se fait-il qu'un pays avec autant de richesses ne soit pas en mesure au moins de proposer à sa population l'éclairage public, faire en sorte que tout le monde ait accès à l'électricité? Comment se fait-il que ce pays qui vient de signer un accord avec la Russie n'ait pas pu développer une centrale nucléaire? C'était en civil. C'était le minimum pour un pays qui pouvait autant de richesses énergétiques. Eh bien, les Français veillaient au grain et ne garantissaient évidemment pas la possibilité que le Niger puisse être indépendant énergétiquement. L'indépendance énergétique, c'est le début du développement. Simplement pour conclure à mon propos, de dire que
ces pays du Sahel étaient vus un peu comme on les appelle souvent des grands jeux, des petits enfants, enfin c'était très très méprisant, mais ils viennent de démontrer avec brio qu'ils sont capables de reprendre leur destin en main et capables surtout de garantir la sécurité des civils pour pouvoir après garantir le développement. Sans sécurité, pas de développement. Eh bien, de ce côté-ci, je pense qu'on est sur une bonne route. Le G5 Sahel vient de perdre, effectivement, vient de se dégrader, et on va en parler certainement, mais il est certain qu'aujourd'hui, ils prennent leur destin en main en choisissant leur partenaire. Très bien, même on va enchaîner justement sur le développement, la souveraineté, mais aussi sur le G5. Omar Benbarti, Gamel Abina vient de commencer à en parler, mais on va rester sur ce volet sécuritaire. Là aussi, un point pédagogique est important avant d'enchaîner ma question. Le Niger et le Burkina Faso ont annoncé donc le retrait du G5, emboîtant ainsi le pas au Mali. Que signifie le fait que ces trois pays parmi 5 se retirent de ce fameux G5 Sahel? Et c'est quoi le G5 Sahel? C'est-à-dire, je vais regrouper la République islamique de Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de sorte qu'ils combattent ensemble le terrorisme. Mais c'est une coquille vide qui n'a jamais fonctionné. Parce que ça a été piloté, bien entendu, par la France-Afrique. À partir du moment où les pays... l'électricité revient, Fiat Lux. À partir du moment où les pays comme le Mali, qui est la locomotive de ce qui se passe actuellement dans le Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger reprennent en main leur souveraineté, il est évident que cette coquille vide qui s'appelait le G5 Sahel, qui n'est strictement à rien, vole en éclats. Et donc, les deux pays qui restent, la Mauritanie et le Tchad, se retrouvent une main devant, une main derrière. À partir de ce moment-là, donc, il n'y a plus de G5 Sahel, et cela va se remplacer par l'Association des États du Sahel, le traité qui a été, suite à l'initiative stratégique qui a été développée par ces trois pays, le traité de l'Association des États du Sahel, fait figurer les questions sécuritaires en tête de chapitre de leur action. Et vous avez pu remarquer que lorsque la CEDEAO, encore une autre invention France-Afrique, lorsque la CEDEAO avait décidé d'attaquer le Niger, automatiquement le Mali et le Burkina Faso avaient déclaré qu'ils étaient prêts à prendre les armes, eux aussi, contre toute tentative d'agression du Niger. Et l'Algérie elle-même avait dit, bon, nous on le dit beaucoup moins parce que ça fait partie de la doctrine diplomatique algérienne de ne pas trop déclencher d'interventionnisme à l'intérieur des affaires des États, mais l'Algérie avait interdit le survol de son territoire aux aéronefs français. Bien, donc ce G5 Sahel, il était temps qu'il disparaisse, mais il n'est pas le seul. Il y a encore la CEDEAO qui existe, il y a encore une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui est battu et frappé à Chamalières dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Et donc, c'est le Trésor, même pas la Banque de France, c'est le Trésor français qui décide des monnaies qui circulent dans les 15 pays de ce qu'on appelait l'Afrique francophone. À partir du moment où ces pays n'ont pas de pouvoir sur leur monnaie, il est évident que la souveraineté en est sérieusement entachée. Dès que vous ne pouvez pas battre monnaie et que vous dites que vous êtes un pays, c'est pas avec un slogan, un hymne national et un drapeau que vous avez une souveraineté, c'est avec votre monnaie. Et donc, le fait que ces trois pays de l'Association du Sahel essayent maintenant de se sortir du carcan de la CEDEAO et de développer une monnaie qui leur soit commune, avec laquelle ils pourront peut-être avoir d'autres transactions avec d'autres partenaires. Je pense bien entendu à la Fédération de Russie, à la Chine, mais aussi à d'autres pays d'Afrique. À partir de ce moment-là, vous pensez bien que la bête blessée qui s'appelle la France ne va pas rester les bras croisés. Et donc, tout le travail que fait actuellement la France en Côte d'Ivoire avec leur pantin qui s'appelle Alassane Ouattara et au Sénégal avec Macky Sall, à partir de ce moment-là, ils vont continuer à faire du mal, à essayer de déstabiliser, et les dirigeants de ces pays, que ce soit le capitaine Brahim Traoré ou le colonel Assimi Goïta ou le général Tchani, ils ne sont pas à l'abri d'actions subversives et même d'assassinats. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça a même été déclaré sur un plateau de télévision par une ancienne barbouze française. Donc,
il ne faut pas rester les bras croisés et s'extasier en pensant que les choses vont se dérouler normalement. Si demain, ces trois pays qui ont de l'or, qui ont de l'uranium, comme l'a rappelé Gamel Abdin, qui ont des potentiels en lithium, etc., bon, je passe sur toutes les richesses minières qui constituent leur sous-sol, à partir du moment où ces pays vont pouvoir avoir la mainmise sur leur territoire, leur souveraineté, leur potentiel minier, leurs ressources, et qu'ils vont se faire aider par des pays qui n'ont pas du tout le même esprit, la même mentalité, ils feront des partenariats stratégiques intelligents, mais dans le style gagnant-gagnant. Dans le style où tu gagnes et moi je gagne. Il n'est pas question qu'on vienne piller. Sauf que l'Europe a pris depuis, les pays européens ont pris depuis 3-4 siècles la fâcheuse habitude de s'enrichir, de devenir ce qu'ils sont devenus en pillant les richesses de l'Afrique. Le Portugal, l'Espagne, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, tous ces pays se sont développés en pillant le continent africain. Ça continue. Ça continue et il y a quelques pays qui commencent à ruer dans les brancards. Donc il y a une stratégie à développer qui fait que même un pays comme le nôtre, l'Algérie, doit faire très attention parce que maintenant, bon, avec le Sahel, les choses vont pouvoir peut-être s'arranger, mais la Mauritanie, on ne sait pas très bien à quel jeu elle joue. Sa relation, le Maroc avec les accords d'Abraham et sa soumission au sionisme international, joue aussi un jeu particulier. La Libye, elle est dans un état épouvantable. Elle a été complètement déstructurée et rien ne laisse prévoir quoi que ce soit à l'horizon. Le Soudan est dans un état lamentable. Donc, il est certain que ces pays, que ce soit l'OTAN, la France avec l'OTAN et le soutien des Américains, vont encore faire beaucoup d'actions dans le sens où ils vont freiner au maximum la libération de ces trois pays. Pour l'instant, il n'y en a que 3. J'espère que d'autres pays vont les rejoindre. C'est la seule chose qu'on peut espérer. Très bien, Monsieur Omar Benparti. Je viens vers vous. Jonathan, je ne sais pas si Omar Benparti est au courant, mais le Tchad et la Mauritanie ont annoncé il y a quelques jours, il y a 2 jours, l'éventualité de dissoudre ce G5. Et comme on a vu Omar Benparti qui ne mâche pas ses mots, reprend aussi la réalité africaine avec la géopolitique du chaos, mais aussi la réalité de la géopolitique du chaos qui est le nœud au Sahel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le G5 finalement a échoué? Et que signifie cette déclaration du Tchad et de la Mauritanie? Jonathan, je vous disais donc, la Mauritanie et le Tchad ont annoncé une éventuelle dissolution du G5 Sahel. Que signifie cette annonce? Mais surtout, quelles sont les alternatives? Aujourd'hui, la fin du G5 Sahel, c'est dû au fait que les pays qui étaient le cœur de l'insécurité sont tous sortis de cette alliance. Ça n'a plus de sens. Je vais revenir sur un élément. Le G5 Sahel, c'était une création, une idée du maréchal Idriss Déby Itno. Seulement, c'est un peu comme lorsque vous avez une idée et que vous n'avez pas les moyens financiers de la porter. La France a récupéré le G5 Sahel d'Idriss Déby Itno, qui était une idée originale qui partait sur un autre principe. Il y a une autre force qui existe sur le même modèle, c'est la force multinationale mixte où vous avez le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad dans la lutte contre le Boko Haram. Et on a vu que, par exemple, sur le théâtre des opérations, ça a permis de museler le Boko Haram dans ses grandes offensives. Aujourd'hui, il reste simplement de petites enclaves du Boko Haram. C'était juste pour revenir à l'idée du G5 Sahel. Maintenant que les pays comme le Mali, où les foyers de tension étaient les plus intenses, ont quitté le G5 Sahel, il n'y a plus de théâtre d'opération sur lesquels agir. Le Tchad, qui participait, qui était le plus gros contributeur de troupes dans cette force, le Tchad a quitté il y a quelques jours le Mali. Vous vous souvenez que la base de Tessalit, la base d'Aguelok et la base de Kidal, il y avait les bases de la MINUSMA, il y avait les soldats tchadiens. Ces soldats sont partis, même ces soldats qui participaient
aux missions dans le cadre du G5 Sahel ne sont plus sur le territoire du Mali. Maintenant qu'ils sont isolés, il n'y a plus que la Mauritanie et le Tchad, et qu'il n'y a plus de réalité donc, contre laquelle on va lutter en matière de terrorisme, ces États sont obligés de dissoudre l'alliance et de rendre leur copie en faisant comprendre à la France que désormais, si elle veut agir, elle va agir toute seule. Maintenant, est-ce qu'il y a des alternatives? La première alternative, M. Benberti a tout à fait expliqué, c'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il y a également une autre alternative parce que la question sécuritaire se pose au sud de l'Algérie et au nord de ces États, Mali, Burkina, Tchad, Mali, Burkina, Niger et aussi Mauritanie. Donc, on peut revenir également à un autre cadre de coopération avec l'Algérie parce qu'il faut s'assurer que les terroristes n'aient pas de base arrière dans aucun de ces pays pour véritablement endiguer la menace. Dans ce cadre-là, vous avez une alternative également qui a été portée par l'Algérie, c'est le CEMOC. Et le CEMOC peut également être un cadre de coopération. Vous savez, en matière de lutte contre un fléau, on n'a jamais assez de solutions pour véritablement endiguer la menace. Donc, le CEMOC pourrait être une autre alternative à côté de l'AES qui constitue une véritable solution endogène créée par les peuples qui étaient touchés par la menace. Revenant aussi à l'argument superfétatoire qui était brandi par l'ambassadeur de France au niveau du Niger, moi j'aime l'appeler le boxeur de Niamey parce qu'il, en référence à son action à l'université de Niamey, lorsqu'un activiste panafricaniste a pris la parole et l'a pris à partie devant tout l'auditoire, il s'est levé et a voulu se livrer à un pugilat contre ce dernier, violant ici même les règles diplomatiques. Monsieur Sylvain Ité avait dit que c'est parce que les armées de ces pays-là sont faibles. C'est pourquoi elles ne peuvent pas lutter contre les terroristes. Jonathan, bien, je me permets de vous couper et on se retrouve tout de suite, très chers téléspectateurs, pour la deuxième partie de notre émission. Madame, monsieur, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et on continue avec Jonathan qui nous parlait justement des alternatives qui sont possibles aujourd'hui pour la question sécuritaire au Sahel. Oui, tout à fait. Et je vais terminer. Je veux juste dire que quand la France dit qu'ils étaient faibles, c'est la France qui formait ces États-là. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent que leur formation et leur partenariat avec ces armées étaient inutiles, elles n'étaient pas performantes, elles ne leur permettaient pas d'améliorer leurs compétences. Maintenant, revenons aux alternatives. Nous avons parlé de l'AES, nous avons parlé du CEMOC. Il y a également la coopération avec la Fédération de Russie. Tout à l'heure, mon frère Gamal Abina a très bien précisé que les Russes ont aidé dans la libération des grandes villes avec l'armée malienne. Et les Russes, aujourd'hui, vous avez vu, il y a de cela 2 jours depuis le 6, une délégation russe est en train de visiter les grandes capitales de l'AES, c'est-à-dire Ouagadougou et Niamey, ainsi que Bamako, pour discuter de l'approfondissement de cette coopération. Le partenariat avec la Fédération de Russie a ceci d'avantageux que ce soit la CEMOC, que ce soit l'AES, la Fédération de Russie constitue une alternative en approvisionnement en logistique militaire, de telle sorte que l'on puisse avoir une puissance de feu supérieure à celle des terroristes. En plus, l'un des avantages de la coopération avec la Fédération de Russie dans le cas des 2 alliances, c'est que la Fédération de Russie est très clairement engagée dans une lutte contre le monde unipolaire et dans la promotion du monde multipolaire. Donc, avec les 2 organisations, la coopération avec la Fédération de Russie n'est pas antinomique des objectifs recherchés, c'est-à-dire la lutte contre les terroristes et surtout la lutte contre les sponsors des terroristes qui sont principalement les puissances de l'OTAN, les puissances du monde unipolaire. On revient au développement et la souveraineté dont nos amis Gamal Abina et Omar Benberti ont commencé à nous parler. Je viens vers vous. Gamal Abina, le Mali, le Burkina Faso ont annoncé récemment le lancement de raffineries au nord. Une question qui a été au cœur de beaucoup de débats dans les plateaux de la presse occidentale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette nationalisation fait grincer autant de dents, au même titre que d'ailleurs que la nationalisation des hydrocarbures algériens il y a près de 50 ans, on fait grincer beaucoup de dents. Pourquoi?
Simplement parce que déjà, on se rappelle que dans les années 50, en 53, si je ne me trompe pas, on avait un homme extraordinaire qui s'appelait le docteur Mossadegh en Iran, qui avait nationalisé les hydrocarbures, qui avait récupéré la richesse du pays iranien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a fait un coup d'État. C'est la CIA qui était à la manœuvre. Donc c'est vrai que la question des hydrocarbures est importante dans la mesure, d'abord, c'est une richesse qui est nationale, qui est essentielle pour le développement. Et ensuite et surtout parce que l'Occident a cru qu'il était chez lui partout, parce qu'il a creusé deux, trois puits de pétrole, il a cru que ça lui appartenait. Et effectivement, il vendait des prix, le baril était vendu à un prix ridicule par rapport à ce qu'il valait réellement. Donc aujourd'hui, on est sur un retour du national. Ça ne veut pas dire du tout nationalisation, mais au moins sur les richesses minières du pays, c'est le minimum syndical. Les richesses doivent non pas appartenir à des privés, mais à l'État, ce qui est normal. Et si ça fait grincer les dents, on l'a vu à l'époque en Libye, c'est Kadhafi qui avait commencé le premier, les Algériens aussi. Immédiatement, il y a eu des crispations et des volontés, des velléités de guerrières. Alors, il se trouve qu'en 70, il y avait encore l'Union soviétique, donc la possibilité d'avoir un partenaire qui pouvait soutenir. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration qui ressemble un petit peu à cette guerre froide. Une Russie qui s'est redéployée et qui garantit quelque part un soutien logistique militaire dans l'information, la possibilité de créer des différents corps d'armée structurés, ce qu'on va appeler un commandement interarmé, avec l'armée de l'air, l'armée de mer, quand il y a les mers, évidemment l'armée au sol. Enfin, tout cela permet de sécuriser et te permet effectivement, on arrive immédiatement sur ce second volet, une fois que la sécurité est retrouvée, de développer économiquement. Et on ne développe pas un pays avec des groupes privés qui privatisent les richesses du pays. Ça n'est pas possible. Il faut un développement équilibré avec les richesses minières qui sont considérable dans la région, avec donc une nationalisation de ces richesses. On parle aujourd'hui du pétrole, on parlera demain de l'or, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est leur paillage à tous les étages, tout le monde y va de son pillage, mais il faut que ce soit réglementé. Et on va parler évidemment de l'uranium, le prix n'est pas fixé par les Nigériens. Donc tous ces éléments, effectivement, garantiraient, si ces pays retrouvent une souveraineté sur leurs richesses et la possibilité de développer d'autres axes de développement, d'autres mines peut-être à exploiter, d'autres gisements de richesses à pouvoir développer, eh bien ça leur permettrait effectivement, si c'est nationalisé, ça va de soi, de profiter à la population et de profiter au développement général du pays. Avec cet argent qui arrive, c'est un effet d'aubaine. On se retrouve avec la possibilité de pouvoir financer les hôpitaux, de pouvoir financer des routes, des autoroutes, des ponts, des aéroports. Enfin, c'est vraiment formidable de parier là-dessus, mais pour cela, effectivement, il ne faut pas laisser ces ressources entre les mains de compagnies étrangères qui, elles, s'en mettent plein les poches et vous reversent un pécule de 10%. Ça n'est pas possible. Donc, si ça énerve, effectivement, un peu comme le canal de Suez qui a été récupéré par l'Égypte, à chaque fois qu'un pays du Sud récupère sa richesse naturelle, immédiatement, ça fait grincer les dents. Il y a une volonté, une velléité d'agression. Mais, fort heureusement, aujourd'hui, avec un monde multipolaire, avec un retour de la Russie pour garantir l'équilibre militaire et un retour de la Chine pour garantir un développement qui coûte moins cher au pays et qui est un peu plus équitable avec du gagnant-gagnant, on peut espérer effectivement que ces pays bénéficient à plein enfin de leur développement qu'on leur a confisqué. Parce qu'il faut rappeler quand même une chose, l'Afrique n'est pas développée parce que c'était des incapables. L'Afrique est développée parce qu'il y avait des endos, comme on les appelle, des endocolons, donc des représentants coloniaux qui dirigeaient les pays et qui dirigeaient mal. Et surtout, l'Afrique ne s'est pas développée parce qu'on les a interdits de se développer. On les a traités comme des petits garçons à qui on tenait la main et à qui on interdisait tout. Aujourd'hui, il y a un retour de l'Afrique et tant mieux. Il y a une véritable reprise en main et une conscientisation panafricaine, on peut le dire. C'est important de le rappeler puisque ça a commencé avec Sankara, de toute cette région. Les richesses reviennent aux Africains et ils vont pouvoir imposer enfin sur les marchés internationaux les prix de leurs denrées et de leur production minière, pétrolière, gazière et j'en passe. Très bien, Gamel. Je reviens vers vous, Monsieur Omar Benbarti. Comme vient de nous le dire Gamel Labina, le développement est un point essentiel et crucial pour le Sahel et pour l'ensemble de l'Afrique et même pour l'ensemble du tiers-monde. Comment est-ce qu'aujourd'hui le sous-développement maintient les abcès sécuritaires, à votre avis, Omar Benbarti? Pardon, excusez-moi, comment quoi? Comment est-ce qu'aujourd'hui le sous-développement, comme vient de l'expliquer Gamel, maintient les abcès sécuritaires au Sahel? Oui. Ou nourrit les abcès sécuritaires? Très bonne question. J'aimerais juste rappeler, avant d'y répondre, qu'il y a, enfin en fait c'est une réponse aussi, qu'il y a aussi le mouvement panafricaniste. Tout à l'heure ça a été évoqué, Gamel a parlé de panafricanisme. Le panafricanisme actuellement, il est en train de pousser de manière très intense et très forte à travers des élites intellectuelles, politiques, etc., à travers l'ensemble des pays. Et j'aimerais rappeler une chose importante, c'est que ces trois pays qui sont en train de montrer un peu la voie, ce sont le Burkina, et le Mali et le Niger, ce sont des pays enclavés. Il ne faut pas perdre de vue cette situation géographique. La tyrannie de la géographie, elle est là, et hélas.
c'est que ces pays n'ont pas accès à la mer, ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger. Et donc, forcément, l'Algérie aura un rôle à jouer. L'Algérie a un rôle à jouer du point de vue sécuritaire, dans la mesure où elle peut offrir à ces pays, s'ils restent dans une vision panafricaniste qui se développe actuellement, et je les écoute très souvent, Jonathan en est un des représentants, à partir de ce moment-là, je pense que du point de vue sécuritaire, le fait que la Fédération de Russie, il y a eu la visite du vice-ministre de la Défense, et le fait que la Chine elle-même, il y a eu une délégation, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, est parti à la tête d'une très forte délégation en Chine. Ces deux pays-là qui sont pour une inversion de l'unipolarité dans laquelle les États-Unis nous ont plongé depuis la Deuxième Guerre mondiale, ces pays qui sont en train de se battre eux aussi à leur manière pour qu'il y ait de la multipolarité doivent être accompagnés dans cette vision avec le soutien d'autres pays. Il n'y a pas lieu de les citer ici, mais je pense que le fait que les pays qui sont enclavés, comme ceux que j'ai cités, ont besoin de travailler économiquement parlant pour combattre ce sous-développement avec des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, mais bon, quand ils auront changé de régime, ça peut attendre encore quelques années ou quelques mois, qu'importe. Toujours est-il que je prends l'exemple du gazoduc qui devrait partir du Nigeria et traverser le Niger et déboucher sur les côtes méditerranéennes en Algérie. Vous voyez, vous suivez la bataille qui se profile à l'horizon et qui se joue entre le lobby américano-sioniste et marocain qui essaye de faire passer ce gazoduc à travers les 15 pays vers l'Atlantique et la bataille que mène l'Algérie pour faire en sorte que ce gazoduc traverse le Niger et vienne chez nous en Algérie. Mais toujours est-il que, du point de vue strictement économique, tout le monde sait pertinemment qu'il est plus intéressant et plus facile et plus économique de le faire à travers le Niger et le Nigeria, le Niger et l'Algérie, que de le faire transiter par 15 pays qui vont s'amuser à chacun pomper ce qui lui revient. Donc, on voit que parfois les enjeux économiques sont étouffés par la vision politique ou politicienne de certains États qui veulent garder une mainmise sur ces pays-là. Et le volet sécuritaire est effectivement un volet éminent et très important. Sauf que si on veut que la sécurité règne dans cette région qui a été malmenée après la destruction de la Libye, et ça a été fait sciemment, il faut rappeler ici la fameuse réponse de Obama à Issoufou, le président du Niger, quand il a dit « We must finish the job », nous devons finir le boulot, c'est-à-dire détruire la Libye parce qu'on veut fracasser le Sahel. Donc à partir de ce moment-là, il y a une volonté panafricaniste qui doit se mettre en place, de sorte que l'on dépasse les enjeux égoïstes, que chaque pays puisse avoir une vision un peu plus globale d'abord de sa sécurité, mais aussi de son développement. Et partant de là, l'Algérie a un rôle éminent à jouer, parce qu'on parle du Sahel, c'est bien, mais quand on voit une carte de géographie, l'Algérie fait partie du Sahel. Si on voit la profondeur stratégique du Sahara algérien, c'est le Sahel, le Sahara algérien. À partir de ce moment-là, il est un acteur, l'Algérie devient un acteur incontournable. Sauf que certains panafricanistes, je ne dis pas tous, moi je les écoute très souvent, mais certains ont une vision fermée. Pour eux, le panafricanisme s'arrête au continent noir, qu'ils appellent eux. Ça sera un autre débat, M. Benbarti, sur quel panafricanisme pour l'Afrique. Je passe directement vers Jonathan. Jonathan, M. Benbarti vient de nous rappeler justement qu'il existe certains régimes relais qui essayent de faire des agendas d'intégration de l'Union africaine, des velléités d'expansionnisme, de l'impérialisme. Mais notre débat est aussi au centre du Sahel. Je fais référence au fait que le Burkina Faso, le Mali et encore le Mali ont décidé de hisser les langues nationales au rang de langue officielle en remplacement au français. D'ailleurs, bon nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest maintiennent toujours le français comme étant une langue officielle. À ce titre, est-ce qu'on peut dire, et comme l'a rappelé Gamel Abina aussi, il a fait un rappel très intéressant sur le fait qu'aujourd'hui l'Afrique se bat contre la domination coloniale et la domination néocoloniale qui n'est pas l'acceptation de la colonisation ou la colonisabilité du continent africain. À la lumière de
ces éclairages. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si finalement il existe tout un mécanisme pour maintenir l'Afrique en domination, qui passe aussi par la langue et la culture? On oublie souvent ce volet. Vous avez abordé un élément, par exemple, la coloniabilité, qui est une personnalité culturelle construite à partir de ce qu'on appelle la géolinguistique. La géolinguistique, c'est quoi? C'est l'utilisation géopolitique de la langue comme outil de colonisation. Et dans les projections de la France et même des puissances hégémoniques occidentales, vous avez la langue comme outil de domination dans ce qu'ils ont appelé le grand ensemble pour les anglo-saxons, le Commonwealth. Commonwealth, dans les années 1930, est piloté directement par la couronne britannique. Vous aimez, les anglo-saxons aiment se présenter comme étant les dispensateurs ou du moins les diffuseurs principaux de la démocratie libérale. Mais c'est la couronne britannique, une monarchie qui fait la promotion de la langue anglaise dans le monde. De l'autre côté, les Français, à partir de la fin des années 60, ont également créé leur part de mouvement qui est la francophonie. Ça veut dire que la langue est un outil de pouvoir, c'est un vecteur de diffusion de la connaissance, c'est un vecteur de diffusion, de structuration de la personnalité. Et quand vous regardez les plus grands défenseurs, ceux que nous affrontons sur le continent, ceux qui sont nos premiers adversaires, au-delà du colon, au-delà des puissances coloniales, c'est les intellectuels qui ont été formés dans les langues comme l'anglais et le français. Du côté, par exemple, vous parlez du gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie. Quelle sera la première menace de ce gazoduc dans son tracé vers l'Algérie, qui est effectivement la solution la plus viable? Ce sera les intellectuels nigérians qui ont été adoubés dans la franc-maçonnerie au Nigeria. Ces derniers qui parlent anglais et qui se croient plus britanniques que les Britanniques vont vous poser le plus de problèmes. Ils vont dire que le meilleur tracé sera celui que leurs amis sionistes vont leur proposer. Du côté également du Burkina, du Niger, du Mali, les premiers opposants, c'est ces docteurs que nous panafricanistes, ironiquement, nous appelons docteurs en doctorat. Des gens qui se croient plus français que français et qui défendent les intérêts de la France à la place de la France sur le territoire, sur le territoire local. Eh bien, l'un des moyens de décoloniser sera d'utiliser également la géolinguistique. En ce moment, on utilise les langues locales comme élément de dépoussiérisation de la personnalité coloniale chez l'Africain. Et on utilise ces langues locales qui vont permettre, d'ailleurs il y a des études psychologiques qui ont montré que l'apprentissage de certaines disciplines complexes comme la mathématique, la physique, se fait mieux dans la langue d'origine d'un locuteur qu'en utilisant une langue d'emprunt. Donc, on aura des Africains qui vont mieux se réapproprier la science. Et si l'Africain se réapproprie mieux la science, je parle bien sûr de la personnalité sahélienne, lorsqu'elle va mieux se réapproprier la science, elle sera beaucoup plus compétitive dans le débat technologique. Vous savez que la science est la matrice de construction des savoirs savants qui prépare à la réappropriation des enjeux opérationnels qui sont la réappropriation technologique. Donc, il y aura une diffusion de la science plus forte dans cet espace, ce qui va les entraîner à plus de construction technologique en moyens propres. Et on sait que la technologie, ça ne demande pas forcément d'avoir le plus grand capital économique, contrairement à ce que l'Occident fait croire. On voit des Africains qui, avec très peu de moyens, vous construisent des véhicules, qui vous construisent des hélicoptères. On voit des expériences comme ça qui sont ça et là disséminées sur le continent et parfois réalisées par des autodidactes. Donc, lorsqu'il y aura une meilleure réappropriation de la science, vous allez voir que des mythes qui ont été vantés comme quoi l'Africain congénitalement incapable de développement technologique, ces mythes seront encore renversés et on va voir une Afrique qui va éclore. Et pour nous, panafricanistes, nous disons que le Liptako Gourma, parce que c'est l'appellation de ce cercle qui a été créé par les États de l'AES, le Liptako Gourma, c'est dans les 5 prochaines années la zone de prospérité économique la plus féconde sur le continent. C'est ce que les gens vont observer. Au départ, quand nous disions que ils allaient vaincre les terroristes, il y avait beaucoup de docteurs en doctorat, ces personnalités colonisées de l'intérieur dans leur personnalité, qui nous répondaient que c'était simplement des aboiements. Aujourd'hui, ils constatent la réalité et nous, nos prédictions, c'est que ce sera la zone de prospérité et la géolinguistique, la réappropriation de la géolinguistique par cet espace est un atout
majeur. Très bien, Jonathan, merci. Je viens vers vous, Omar Benbarti, et vous avez 30 secondes pour un dernier mot que j'espère positif. Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit notre ami Jonathan sur la technologie et l'illusion que nous a fait croire l'Occident, comme quoi le fait de maîtriser la technologie faisait d'eux des pays développés. La meilleure preuve, et je terminerai là-dessus, c'est que l'armée d'Israël, de l'entité sioniste, avec toute sa technologie, elle est en train de se casser la figure depuis plus de 2 mois devant une bande de jeunes qui n'ont entre les mains qu'ils n'ont pas toute la technologie qu'ont les militaires israéliens. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire pour que, effectivement, on rejoigne le point de vue de notre ami Jonathan. Très bien, merci Omar Benbarti. Je viens vers vous, Gamel Abina, et vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Simplement, ne jamais confondre technologie et civilisation. Les civilisations africaines sont plus anciennes, plus solides, plus sérieuses. Il faut se réapproprier sa langue, effectivement, et c'est une démarche d'émancipation essentielle à mon sens, parce qu'elles sont belles, les langues africaines. Et puis, simplement, de rappeler que Malek Belabi, notre intellectuel algérien qui avait conceptualisé la colonisabilité, avait mis la focale sur pas mal d'éléments qui nous ont fragilisés. Aujourd'hui, il faut s'émanciper, il faut s'élever. Et je remercie pour cette émission Omar, évidemment, qui fait un travail formidable, et notre ami Jonathan qui est toujours présent, et je les salue parce que évidemment c'est des gens que j'apprécie. Très bien, merci Gamel. Je vous remercie également, messieurs. Merci pour la teneur de votre discours. Merci également pour les éclairages que vous avez apportés. Très chers téléspectateurs, bien évidemment, toujours Cap sur l'Afrique s'achève sur une note positive. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter le meilleur à notre continent et un avenir meilleur pour notre jeunesse et beaucoup d'espoir. Madame, monsieur, excellente suite des programmes sur Al24 News. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.